Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de Unit, le podcast dédié aux énergies vertes. Et aujourd'hui, un nouvel expert, Stéphane Miles, responsable d'exploitation et maintenance de centrales électriques. Alors ça peut être de l'hydroélectrique, du photovoltaïque ou de l'éolien. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Moi je suis Stéphane Miles. Je suis responsable d'exploitation et de maintenance Grand Ouest chez Hydrowatt Unit sur des centrales photovoltaïques, centrales hydroélectriques et responsable d'exploit en parc éolien. Donc Stéphane, on m'a parlé d'une centrale photovoltaïque, la plus ancienne centrale de Unit, le plus ancien chantier, celle de Mesos, une centrale qui date de 2011, et Xavier m'a décrit ce chantier comme un chantier épique. Est-ce que tu confirmes ? Oui, ça a été assez intéressant, on va dire, et parfois compliqué. C'est un chantier qui s'est étalé sur 6 mois. Il fallait vraiment que ce soit le temps le plus court possible. Alors 6 mois peut paraître long, et en même temps, au vu de la taille du chantier et de l'envergure, ça a été une belle performance. Il fallait que le chantier dure le moins longtemps possible en raison de la coactivité avec la pisciculture sur laquelle on s'installait. Il y a des bassins de truites. C'est un poisson assez farouche, on va dire, et donc il fallait limiter la durée du chantier pour limiter aussi les mortalités de poissons, les hausses de mortalité de poissons. Et la coactivité a été assez difficile à gérer. Donc le chantier a commencé en... Donc en fait, le faire durer plus longtemps aurait coûté plus de vie en matière de truites. Oui, c'est ça, oui. Les poissons d'élevage en général ont besoin de plus de calme possible. Et ils sont souvent effarouchés par tout ce qui se passe autour du bassin, et donc ça peut amener à des hausses de mortalité, surtout quand on a plusieurs tonnes de poissons rassemblés dans un seul bassin. Donc les passages d'engins, tout ce qui passe au-dessus, les oiseaux par exemple leur font peur. Tout ce qui se passe autour du bassin effarouche les poissons et ont tendance à leur donner des coups de stress qui peuvent conduire à une augmentation de la mortalité à la finale. C'est un peu ce qui s'est passé pendant le chantier. On a essayé de le gérer au mieux. Aqualand, qui n'était pas Aqualand à l'époque, mais qui était une autre société puisque ça a été rendu, le savait, et donc on a géré ça au mieux des intérêts de tout le monde. Donc ça s'est plutôt pas trop mal passé dans l'ensemble. Aqualand, c'est la société qui gère ce bassin de pisciculture. Tout à fait. Depuis 5 ans ou 6 ans maintenant, la pisciculture a été rachetée. C'était un propriétaire suédois, je crois, norvégien, qui s'appelait Akersi. Et Aqualand a racheté cette pisciculture à Akersi. Aujourd'hui, Aqualand est, je crois, numéro 1 de la distribution de truites en France, avec, me semble-t-il, 30% de la distribution de truites sur le territoire. Pour aller plus loin, j'aurais besoin de savoir quelle était l'origine du projet, comment ça s'est passé au tout début, d'où c'est venu. Donc, quand on a racheté le projet, l'intégralité des constructions des plans étaient faits, des permis de construire bien sûr, et donc on a repris l'intégralité de l'ensemble des plans de la pisciculture qui avaient été définis, et on les a fait construire, on les a sous-traités. Donc il a fallu gérer la construction du chantier. C'est moi à l'époque je suis arrivé sur le site pendant 6 mois, donc j'arrivais, comme je suis basé à Nantes, j'arrivais le lundi matin et je repartais le vendredi soir, toute la semaine sur le site pour suivre le chantier et sa bonne mise en place. Et les respects des plannings, bien évidemment, puisque ça a été ça le principal objectif. Nous avions à l'époque un impératif de raccordement le 24 octobre 2011, sachant que le chantier a commencé à se mettre en place première quinzaine d'avril 2011, donc on avait vraiment 6 mois pour le faire. Dépasser le 24 octobre 2011 pour la première injection de kilowatts nous faisait perdre le tarif de rachat, qui était très intéressant à l'époque. Donc c'était vraiment un impératif de respect de date. Donc ce qui a été fait, je crois qu'on a commencé à injecter une petite dizaine de jours avant sur les premiers kilowatts, les premiers essais d'injection. Je vois que tu as commencé à parler budget, justement à ce sujet-là. Enfin, tu n'as pas commencé à parler finance. À ce sujet-là, quel était le budget, quel est le budget de la centrale ? La centrale a coûté 22 millions d'euros. Wow. Voilà, 22 millions d'euros, donc effectivement, il fallait pas se tromper, il fallait pas se louper. Et
le prix, alors on pouvait se permettre, le prix est assez cher parce que aujourd'hui on ferait la même centrale beaucoup moins chère. D'abord parce que les panneaux, le prix des panneaux s'est effondré. On avait à l'époque, alors pour faire simple et court, on avait un prix de panneau à l'époque qui était à approximativement de 2 euros, on va dire 2 euros du watt. Donc pour faire court, un panneau de 200 watts, 2 euros du watt, on est à un panneau qui vaut 400 euros. On est descendu aujourd'hui, c'est assez fluctuant avec les problèmes d'approvisionnement qu'il y a qui durent depuis le début de l'année à peu près. Mais on est passé à des panneaux aujourd'hui qu'on arrive à approvisionner à approximativement entre 30 et 40 centimes du watt. Donc on est passé de 2 euros à, on va dire, 35 centimes du watt aujourd'hui. Donc c'est une baisse considérable, bien sûr. Ça c'est le premier aspect. Et concernant l'aspect aussi structure, à l'époque nous avions on avait fait le choix, enfin la PTF, dans la PTF et le permis de construire qui avait été accordé, c'était les charpentes en bois qui avaient été choisies. Alors c'est très très joli, mais bon ça coûte particulièrement cher. Aujourd'hui on partirait sur des charpentes métalliques, plus faciles à mettre en place, plus rapides et moins cher. Mais à l'époque on pouvait se permettre puisqu'on avait un tarif de rachat qui était assez cher. Alors, je le rappelle, ce budget, il n'est pas directement imputé à la personne qui vous loue le terrain. C'est directement Unit qui va apporter le chantier et qui va financer le chantier. Derrière, dis-moi si je me trompe, derrière, c'est un loyer qui va être versé à Aqualand, dans ce cas particulier. Alors, comment ça s'est passé directement après le début, après le lancement? Comment est-ce que ça s'est passé au jour le jour? À partir du lancement du chantier, est-ce que tout s'est bien déroulé ou est-ce qu'il y a eu des contretemps, des soucis auxquels vous attendiez pas? Est-ce qu'il y a eu des choses sur lesquelles il a fallu réagir vite? Est-ce que vous avez eu des petites aventures ou est-ce que tout s'est bien passé? Alors, dans l'ensemble, si je commence par la fin, je vais dire que à partir du moment où on a réussi à raccorder dans les temps, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Après, sur un chantier de cette taille-là, on a inévitablement un certain nombre de problèmes qui se mettent en place, notamment qui sont liés principalement aux problèmes de coactivité de l'ensemble des intervenants sur site. Donc on a eu toute une phase de forage à faire, puisqu'il fallait quand même ancrer l'intégralité des charpentes donc sur des fils en béton de 4 mètres de large. Donc on avait un certain nombre de micro-pieux à faire. Et dans le même temps, au fur et à mesure, donc avec les temps de séchage derrière. Et ensuite, on a commencé. Ça s'est plutôt pas trop mal passé, si ce n'est que il fallait faire une fois de plus assez rapidement. Il fallait faire assez vite, puisqu'on avait toujours ce problème de poissons et on avait beaucoup d'engins qui passaient, de personnes qui passaient sur les bassins. Donc c'était toujours un peu compliqué. Il fallait aussi protéger beaucoup les bassins, puisque quand on coule du béton, il peut y avoir des endroits où ça dégueule un peu partout. Donc fallait faire attention effectivement à ne pas mettre de produits de béton, etc. liquides dans les bassins, ça pouvait poser un problème. Donc une fois que ces micropions étaient en place et les temps de séchage respectés, on a commencé à poser les charpentes. Donc les charpentes, c'est une filiale de Caillot Lamellé-Collet qui les a installées, une filiale Vinci. Et pour aller vite, toujours, on avait fait 2 plateformes de montage. Donc les charpentes ont été montées sur site, puisqu'elles ont une dimension une envergure assez importante. Et on avait 2 plateformes de montage, une à l'est et une à l'ouest, de façon à aller le plus vite possible. Tout le matériel, toutes les pannes et les chevrons étaient livrés en vrac, montés sur site et déposés au fur et à mesure par 2 tracteurs, 2 gros tracteurs qui avaient été spécialement conçus pour ça, enfin au niveau de l'adaptation en tout cas, avec des bras latéraux et des vérins hydrauliques pour pouvoir déposer les charpentes les unes derrière les autres et les assembler au fur et à mesure. Donc venir poser les charpentes et les ancrer sur les micro-pieux et sur les massifs béton qui avaient été préalablement construits. Et pendant que les premières charpentes étaient posées, une fois qu'on a réussi à faire
Il y a 21 charpentes sur le site. Une fois qu'on en avait construit 4 ou 5 qui étaient assemblées, à ce moment-là, les poseurs de panneaux sont arrivés sur site pour commencer à poser et assembler les premiers panneaux. Voilà, donc ça c'est le déroulé dans l'ensemble qui s'est passé plutôt bien. Après, on a toujours eu quelques petits soucis de coactivité. Le principal problème étant le respect le plus précis possible des plannings, bien évidemment, puisque le moindre débordement tout de suite peut occasionner beaucoup de soucis. Donc on a eu forcément quelques petits couacs entre les écartements de chevrons qui devaient correspondre aux écartements des rails Mecosun pour pose des panneaux par exemple. Donc voilà, on a eu forcément quelques petits couacs à ce niveau-là, mais bon, dans l'ensemble ça s'est plutôt bien arrangé. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, un chantier se déroulerait de la même manière, ou est-ce que maintenant, avec l'expertise qui s'est développée, ça irait même encore plus vite peut-être? Ou est-ce qu'il y aurait simplement moins de soucis? À partir du moment où on gère un chantier comme ça, je veux dire, on profite toujours de l'expérience et des problèmes qu'on a la première fois. Je veux dire, sinon on n'apprend pas. Donc forcément oui, on changerait certainement aujourd'hui. Tous les chantiers qu'on ferait aujourd'hui ne seraient plus faits par exemple sur des charpentes en bois comme elles le sont aujourd'hui en lamellé collé. C'est pas possible. On n'a plus un tarif de rachat qui nous permet de le faire. Donc tout est fait en charpente métallique et l'assemblage est forcément beaucoup plus rapide. Donc un chantier de cette taille-là, il y a des temps incompressibles, les micropieux, les séchages du GC, tout ça sont des temps qui sont difficilement compressibles. Par contre, la construction des structures et l'assemblage serait, je pense, un peu plus rapide. Après, la pose des panneaux, on est sur des temps sensiblement similaires. On aurait des panneaux plus puissants. Une centrale à l'identique aujourd'hui donc serait en charpente métallique et avec des panneaux qui feraient 2 fois et demi la puissance de ceux qu'on a aujourd'hui sur le site. Donc on aurait une centrale, on a 4 mégas 2 aujourd'hui, on aurait peut-être une centrale aux alentours de 10 mégas, 10 à 12 mégas aujourd'hui pour la même surface utilisée. Est-ce que ça veut dire que le signataire du contrat, le propriétaire du terrain, gagnerait 2 fois plus sur la location de son terrain? Alors, à l'époque, quand on a racheté cette PTF, le loyer était déjà défini dans les accords qui avaient été faits avec Aqualand, enfin avec anciennement Aqualand. Donc, je ne sais pas si c'est une location qui avait été faite par rapport à la puissance ou par rapport à la surface occupée. Aujourd'hui, on a un loyer qui est indexé souvent sur les élevages, en tout cas sur la puissance. On a un loyer qui est défini au mégawatt installé. Donc effectivement, un propriétaire qui a une centrale avec 5 mégawatts installés va toucher X milliers d'euros par mégawatt installé. Donc entre 5 mégas, 10 mégas, 15 mégas, en fait forcément le loyer est indexé bien évidemment. Donc si demain on devait changer les panneaux, peut-être qu'il y aurait une renégociation. Si on devait changer les panneaux sur Mesos, peut-être qu'il y aurait une renégociation du loyer. Il y a des chances. Et qui serait peut-être indexé à la puissance, effectivement. À l'époque, je ne sais pas si ça s'est fait. Aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça qu'on procède. Très bien. Et aujourd'hui, quel est le bilan pour Aqualand? Comment ça se passe pour eux? Est-ce qu'ils sont contents? Alors, je crois, oui, pour en discuter souvent avec eux, je crois qu'ils sont assez satisfaits. Alors, ils ont déjà, premièrement, quand vous avez une pisciculture, en l'occurrence une pisciculture avec des oiseaux, donc ça attire énormément de prédateurs. Donc les hérons, les cormorans, des blagios, le butor, ce sont des oiseaux prédateurs qui passent au ras des bassins et ça effraie les poissons. C'est pour ça que souvent les truites, notamment en milieu naturel, se mettent volontairement toujours à l'ombre et cachées sous des endroits assez protégés
pour éviter les attaques qui viennent des oiseaux prédateurs. Donc sur une pisciculture, c'est exactement pareil. L'instinct du poisson, que le poisson soit en liberté ou en élevage, l'instinct du poisson reste sensiblement le même. Le fait d'avoir des ombrières au-dessus de la tête, ça limite considérablement les oiseaux prédateurs. Donc ça permet d'éloigner les oiseaux et d'avoir un impact visuel pour les poissons bien moins important. Entre les charpentes, bien évidemment, on a repositionné tout un tas de filets qui empêchent les oiseaux prédateurs de venir au ras des bassins, bien évidemment. Donc ça, c'était une première chose. Je crois qu'il y a une facilité, je suis sûr qu'il y a une facilité d'exploitation pour Aqualand, pour tous les salariés qui travaillent sur le site. Donc c'est plus agréable pour eux de travailler sous des structures, même si l'intégralité de la pisciculture n'est pas couverte. Il y a quand même beaucoup de zones qui sont à l'abri du soleil, bien évidemment l'été, et de la pluie accessoirement sur les grosses pluies d'orage ou d'hiver, ce qui permet de travailler dans un peu plus dans le confort. Concernant, ça c'est pour l'exploitation. Concernant le poisson, bien évidemment les ombrières permettent en premier point de limiter les hausses de température d'eau. C'est-à-dire que c'est un gros point négatif pour eux. C'est en plein soleil, en plein été, on peut avoir des hausses de température énormes. Sur une rivière comme ça, l'hiver, on va descendre, si on a un hiver un peu rigoureux, on va avoir une température d'eau de 6-7 degrés. Alors c'est très bien pour le poisson, pas de problème. Par contre, quand ça monte à plus de 15 degrés l'été, c'est un gros souci. La truite est assez sensible, d'une manière générale, les poissons d'ailleurs souvent, mais la truite particulièrement est assez sensible aux températures chaudes. C'est pas des températures qui l'arrangent. Donc on a des mortalités qui explosent. Le fait de mettre des ombrières limite considérablement ces hausses de température et ça va plutôt dans le bon sens. Alors c'est pas grand chose, ça peut être 1 degré, 1 degré et demi, mais c'est assez important en termes de pourcentage de mortalité. À la fin de l'année, je crois qu'Aqualand s'y retrouve largement. Donc il y a un vrai sens à couvrir les bassins avec des ombrières. Donc on a ici un gain en termes financiers et un gain en termes de productivité pour Aqualand qui s'y retrouve énormément aujourd'hui. Et comment ça se passe opérationnellement au quotidien pour toi? Par exemple, là tout de suite, je sais que on se parle, tu es en ce moment à Mésos, tu es en ce moment sur place, sur site. Comment ça se passe opérationnellement pour toi? Est-ce que tu dois passer souvent? Comment ça se passe opérationnellement? Alors, l'intégralité de la centrale est sous monitoring, bien évidemment, donc on sait particulièrement ce qui se passe. On a eu, dans les 10 ans qui viennent de se passer, on a eu quelques améliorations qui ont été faites. On avait, par exemple, au début, d'un point de vue, alors là, je vais essayer d'être simple techniquement, on avait des onduleurs qui parfois les disjoncteurs pouvaient s'ouvrir, donc on avait des coupures d'onduleurs. Moi j'avais un intervenant sur site. On a récupéré tout ça par le monitoring. En gros, on a installé un automate qui nous permet de redémarrer la centrale à distance d'une manière générale, donc ça améliore considérablement l'exploitation, bien évidemment. On a surtout comme sur toutes les centrales, on peut avoir des découplages réseau liés à des activités RTE sur les lignes. Bon, il se trouve que en ce moment je suis sur la centrale et il se trouve que la centrale est coupée pendant une semaine, de lundi 10h du matin dernier jusqu'à demain 17h. Il y a des travaux sur la ligne, ils ont coupé la centrale. Voilà, ça fait partie des contrats qu'on a avec les gestionnaires réseau. Ils entretiennent les lignes, ils changent un transfo, ils nous coupent une centrale pour éviter d'injecter quand même par sécurité. Autrement, en termes d'exploitation, on a bien évidemment on a des boîtes de jonction qui sont réparties partout, boîtes de jonction où on a des fusibles. On a quelques fusibles qui sautent. Bon, les fusibles sont monitorés, bien évidemment, donc je sais quel fusible saute. On a toujours tout ça est géré par de la communication. C'est un assez gros point noir sur l'ensemble. La communication, c'est toujours le plus instable sur une centrale. En général, c'est les problèmes de com. Donc
Mais bon, je veux dire, ça marche quand même foncièrement bien. En plus, sur Mesos, j'ai deux suivis de communication différents. Donc, quand j'en ai un qui tombe en panne, j'ai toujours l'autre, j'ai toujours un système redondant. Et puis, on a quelques changements de panneaux, ça peut arriver. On est à proximité de la mer, on a des objets, on n'imagine pas, mais on a quelques objets qui peuvent tomber comme ça. Donc ça peut être des oiseaux qui lâchent des pierres, ça peut être des objets, je sais pas, par les avions peut-être. Bon, il arrive qu'au milieu de la centrale, tout d'un coup, on a un panneau qui est cassé, bon, bah, on change. On a les maintenances annuelles, régulières de contrôle électrique et thermographique, puisqu'on passe la centrale en thermographie. On a des vérifications des cellules, des protections, voilà, une exploitation sensiblement assez basique. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces explications sur le chantier de Mesos, un chantier qui, je le rappelle, s'est déroulé en 2011 et qui est suivi depuis par Unit, sur lequel tu travailles encore aujourd'hui. C'est depuis Mesos que nous sommes en train de t'écouter. Merci à toi. Merci, pas de problème. Et à très bientôt. Merci, à bientôt.